Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, une femme de 34 ans raconte l'agression sexuelle qu'elle a subie. Ça s'est passé cet été. Un homme qu'elle a rencontré via une application de dating. Depuis, elle confie avoir du mal à se définir comme victime. Attention, son témoignage détaillé peut heurter certaines sensibilités. Chère Lucille, je voulais te parler. J'ai 34 ans, j'habite dans une grande ville et je suis bibliothécaire. Et je crois qu'hier, j'ai vécu une agression sexuelle, même si j'ai du mal à prononcer ces mots ou à me convaincre que c'est vrai. Je suis sur Tinder depuis 6 mois parce que j'en avais marre d'être célibataire. Et au tout début, j'ai rencontré un garçon avec qui on a discuté, mais on s'est jamais vu, malgré le fait qu'il habite très près de chez moi. On a flirté, on a fait du sexe par téléphone, on avait des contacts réguliers, pas que de l'ordre du sexuel, on se parlait aussi de nos familles, de nos vies. Et puis du jour au lendemain, il a décidé de rompre le contact et comme c'était cette catégorie particulière de relations qui sont les relations Tinder, j'ai décidé de laisser courir et de pas demander plus d'explications que ça. Et voilà, j'avais un peu oublié ce garçon, vécu d'autres choses avec d'autres gens, essayé d'autres façons d'être en relation avec d'autres hommes. Et j'avais un équilibre entre un sex friend, 2 amants, des rencontres potentielles. Et puis ce dimanche, ce garçon que je vais appeler André a décidé de me recontacter pour me parler. Il venait de rompre, il était triste. J'ai essayé un peu poliment de le rassurer, de le consoler. Et puis lundi, il m'a dit qu'il était très triste, qu'il avait besoin de tendresse. Et moi, j'ai dit que j'étais prête à lui en donner de la tendresse. J'envisageais ça vraiment comme une relation amicale, pas plus. Donc, on a beaucoup discuté. Je lui ai dit à plusieurs reprises que j'envisageais ça vraiment comme quelque chose d'amical, de vécu. Et ce garçon, après plusieurs atermoiements, est venu chez moi. Il m'a attrapé à la gorge. Il m'a plaqué contre un mur, et m'a arraché ma chemise. Et voilà, il a joui sur moi. Je crois que c'était un viol, je crois que j'ai pleuré. Mais je crois aussi qu'il m'a demandé plusieurs fois si j'avais peur et que j'ai pas répondu. Après, il m'a demandé d'aller me laver. On a discuté un peu de ce qu'il voulait dans la vie, du fait qu'il voulait une femme qui soit prête à s'engager en couple, qui me demandait de rompre mes autres relations pour commencer une histoire avec lui. Moi, je sais plus ce que j'ai répondu, j'en avais marre, j'avais envie qu'il parte, j'avais peur. Et voilà, et depuis, il m'a réécrit, j'ai essayé de lui dire que je voulais pas lui parler, que j'avais peur, que j'avais eu peur, et que j'étais pas bien. J'ai pu en parler avec quelques amis. Ça fait moins de 24 heures, donc j'ai du mal à poser les choses, à dire les mots. Mais ce que je sais, c'est que j'aime pas cette boule dans ma gorge et ces larmes au bord de mes yeux. Donc voilà, je suis dans une zone de flou à pas vouloir me dire que je suis une victime, à minimiser et à me dire que c'est un garçon perdu. Et que moi aussi j'étais perdue et que du coup il n'y a pas de coupable et que j'aurais dû être plus prudente, que j'aurais dû dire non, que mon corps aurait pas dû réagir. Voilà. Je crois que cette histoire, elle est compliquée. Merci Lucille. Cher inconnu, c'est parce que je sais combien ça coûte de mettre des mots sur la violence que je vous remercie d'avoir envoyé ce témoignage. J'ai mis des années, je crois, à m'accepter moi aussi comme victime. C'est un mot lourd, victime. C'est un mot qui porte les stigmates de la faiblesse, de l'échec, et qui impose aussi de se conformer à une image d'Épinal de la bonne victime. Il faut souffrir, il faut s'amender, il faut se sentir souillé et s'en arracher les cheveux chaque jour qui passe. Victime,
On est une femme marquée à vie. Il faut avoir mal et il faut avoir honte. Pour moi, et pour beaucoup d'autres femmes, c'est la lecture de l'essai King Kong Theory de Virginie Despentes, publié en 2007, qui a changé la donne. Elle y raconte le viol subi alors qu'elle faisait du stop avec une amie, et se refuse à être non pas victime, mais victime comme la société voudrait qu'elle le soit. Elle aussi, malgré la force de son discours, a eu besoin de temps, de réflexion et de la découverte d'un texte féministe pour se reconstruire pleinement. Je cite. Camille Paglia est sans doute la plus controversée des féministes américaines. Elle proposait de penser le viol comme un risque à prendre, inhérent à notre condition de fille, une liberté inouïe, de dédramatisation. Oui, on avait été dehors, un espace qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe seule, sans un mec avec nous, la nuit. Oui, on avait été connes et faibles, et incapables de leur péter la gueule. Faibles comme des filles apprennent à l'être quand on les agresse. Oui, ça nous était arrivé, mais pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que chez papa-maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque, on avait payé le prix, et plutôt que d'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever et de s'en remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrières, non plus responsables personnellement de ce qu'elles avaient bien cherché, mais victimes ordinaires de ce qu'il faut s'attendre à endurer si on est femme et qu'on veut s'aventurer à l'extérieur. Elle était la première à sortir le viol du cauchemar absolu, du non-dit, de ce qui ne doit surtout jamais arriver. Fin de la citation. Plus que tout, plus que jamais, je crois au pouvoir de la sororité. Je crois au pouvoir de l'écrit et de la parole, et au soutien que l'on peut, que l'on doit recevoir d'autres femmes qui savent la violence qu'on leur oppose au quotidien. J'ai rencontré Sarah, membre du conseil d'administration de l'association L'Échappée à Lille, qui informe, soutient et accompagne les personnes victimes de viols et d'agressions sexuelles depuis 2011. Elle insiste sur l'importance de remettre la victime à sa place de victime, sans misérabilisme. Quand on accueille des personnes, une des premières missions en termes d'écoute et d'accueil, c'est déjà proposer un accueil sans jugement, inconditionnel, bienveillant, etc. Et dans la perspective de redonner de l'autonomie et de la puissance d'agir à la personne, on retourne la culpabilité. Parce que du coup, il y a un peu ce truc-là, c'est aussi la manière dont ça peut se passer quand on fait une déposition à la police ou pendant un procès, si on va jusque-là, etc. C'est qu'il y a toujours cette situation où la victime doit prouver qu'elle a été victime et qu'il y a la présomption d'innocence qui s'applique à la personne, à l'agresseur, qui est la majorité du temps un homme. Et du coup, nous, dans nos permanences d'écoute et nos rendez-vous d'écoute individuels, on essaye vraiment de replacer ça sur un angle féministe, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de remettre un peu des perspectives plus larges en disant, en fait, non, c'est pas toi qui es responsable, c'est pas toi qui a causé la situation de détresse dans laquelle tu te trouves. Il y a un agresseur, il faut réussir à l'identifier, il faut réussir à l'extirper un peu et à lui donner sa place, en fait. Et à toi, te donner une place où tu te protèges davantage et où tu te remets dans une perspective de victime. Je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent pas s'autodéfinir comme victime, mais il y a aussi un peu des fois cette perspective que le terme victime permet de voir la situation dans sa réalité, en fait, dans ce qu'elle est, et justement de redéfinir la responsabilité. Et nous, on essaie plus de lui donner ce sens-là qu'un sens misérabiliste. Enfin, c'est pas du tout l'idée de ce qu'on fait. Par réflexe, je lui ai demandé comment se protéger dans le cadre de rendez-vous avec des personnes rencontrées sur Internet ou via des applications. Mais ça peut être intéressant, peut-être d'avoir plusieurs copines au courant, par exemple, le jour où on se donne ce rendez-vous-là. Ça peut être, s'il y a moyen à un moment de s'isoler quand on sent que les choses risquent de vriller, s'isoler et appeler quelqu'un, ça peut être aussi une bonne solution. Après, la société transforme les hommes, une grande majorité d'hommes en agresseurs, mais il faut non plus qu'elle transforme les femmes en personnes qui flippent et en personnes qui veulent pas mener la vie qu'elles entendent, parce que l'idée c'est pas non plus de remettre une espèce de chape de moralité là-dessus en mode c'est juste de ta faute parce que t'as pris un rendez-vous sur une plateforme internet et on sait très bien que blablabli ça peut occasionner tel et tel désagrément et toi il se trouve que tu l'as subi, en même temps tu l'as un peu cherché,
Du coup, nous, on n'est pas du tout dans ce discours-là. Et en fait, en parallèle de ce qu'on propose en termes d'écoute individuelle, on propose aussi des ateliers d'autodéfense. Parce qu'il y a un peu ce truc-là où on essaie de travailler sur les deux biais, c'est-à-dire sur l'accueil de la parole de la personne victime et puis aussi sur la manière dont elle peut s'empouvoirer via d'autres supports. Enfin, du coup, l'autodéfense, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour se remettre en tête en tant que femme qu'on peut aussi être légitime à rendre des coups, à se défendre physiquement, etc. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'on peut conseiller, de par exemple participer à un stage d'autodéfense ou participer à des ateliers de discussion sur ce sujet-là, etc. Sarah préfère dénoncer la toxicité de cette posture de protection. En fait, nous, quand on accueille quelqu'un, c'est en général qu'elle a déjà processé une grande partie du chemin, c'est-à-dire qu'elle est en possibilité et suffisamment en confiance, soit parce qu'elle a été orientée par un médecin, un psychiatre, des services de soins ou des services sociaux avec lesquels on travaille, parce qu'on travaille beaucoup en réseau sur le quartier de Moulins, sur la ville de Lille et aussi sur la métropole. Et du coup, les personnes, elles peuvent être réorientées vers nous via un ou une praticienne de confiance, et du coup, dans ce cas-là, il y a déjà une part de la parole qui est prête à être en tout cas elle est prête à être libérée, à être entendue et ce qu'on conseille nous c'est de ne pas rester isolé le moins possible. C'est pas forcément la première chose à faire. Si on le souhaite pas, c'est pas forcément d'aller porter plainte. Ça, c'est vraiment très individuel comme parcours. Ça peut être dans le cadre d'une relation non protégée. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller dans un hôpital pour suivre un traitement d'urgence contre les MST, contre le VIH. Donc, ici, à l'hôpital de Tourcoing qui propose ça. Je pense que dans plein de grandes villes, il faut juste se renseigner peut-être sur ces services-là qui sont normalement ouverts une très grande partie de la semaine, un peu accessibles tout le temps et tout. Donc passer par les urgences pour aller là-bas. Se faire accompagner pour y aller, ça peut être bien, donc par une copine, quelqu'un de la famille en qui on a confiance et dont on sait qu'elle portera pas de jugement à ce moment-là sur le rythme qu'on a choisi pour soi. Et puis après, du coup, ça peut être très variable. Ça peut être aller en parler à son thérapeute, à son psy si on est suivi. Ça peut être en parler dans un groupe d'entraide féministe. Ça peut être en parler à ses amis. Ça peut être aller déposer plainte parce que du coup, c'est le chemin qu'on a envie d'avoir pour soi. Voilà, nous, on est là, on se pose comme un peu une étape possible dans le parcours des femmes et des personnes victimes. Mais c'est pas du tout. Enfin voilà, il y a d'autres biais, il y a d'autres assos qui font ce travail. Où il y a d'autres groupes d'entraide plus informels qui peuvent aussi aider. Nous, on est là dans une espèce de démarche inconditionnelle gratuite qui est réelle, et physique, d'accueil physique, parce qu'il y a un numéro vert d'info, c'est ça aussi que je pouvais citer. Par exemple, quand on n'habite pas dans une ville où il y a une asso comme nous qui propose des rendez-vous, c'est qu'il y a un numéro vert. Comme il n'existe pas de bonnes victimes, mais bien des victimes aux profils multiples, chacune devrait avoir l'opportunité de se reconstruire à sa manière. La prise en charge en gendarmerie, notoirement pas toujours adaptée, peut se révéler être une violence supplémentaire. L'association propose un accompagnement qui protège les victimes de ces situations difficiles, tout en leur permettant tout de même une réponse judiciaire. On sait que c'est très compliqué sur les dépôts de plainte pour viol et les suivis des personnes qui déposent plainte en général. J'ai pas envie de dire ça comme ça, mais très souvent, la plainte est classée sans suite, ou alors si elle aboutit, le crime a tendance à être qualifié en délit, et donc elle passe en correctionnel. Du coup, c'est pas complètement le sujet là, mais c'est vrai que tout l'enjeu du traitement judiciaire des violences faites aux femmes, c'est un très très gros enjeu sur lequel nous, on peut pas vraiment agir en termes concrets, mais en tout cas on essaie de préparer les personnes à ça, de leur dire que voilà, si elles vont au commissariat, si elles sont dans une démarche de procès, il faut aussi qu'on les prépare psychologiquement à se renforcer parce que c'est un parcours de la combattante en l'occurrence, que c'est pas simple, etc. Du coup on essaie de donner des outils et du temps d'écoute aussi pour ça. Pour le dépôt de plainte, on peut aider par exemple nous ce qu'on propose aussi, parce qu'il faut savoir que quand on dépose plainte, on peut aller au commissariat, on peut aussi écrire une lettre au procureur de la République, ce qui évite entre guillemets de passer par la case commissariat où on n'est pas toujours forcément bien reçu. Donc nous, les écoutantes de l'échappée, elles proposent dans les permanences individuelles de coécrire ou de relire la lettre au procureur et du coup d'accompagner par exemple aux auditions, au procès s'il y en a un, etc. Donc il y a ce genre de choses là que nous on peut garantir en termes de soutien. Je vous souhaite d'être entourée, chère anonyme. Je vous souhaite de rester une femme libre et d'accepter vos forces comme vos faiblesses. D'accepter d'avoir besoin de temps aussi. Vos mots, déjà, sont une première étape sur le chemin de la résilience. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Comme si de rien n'était, sorti le 3 avril 2019 en France et racontant le parcours de reconstruction d'une femme qui refuse de se voir comme victime après un viol. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal.
Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.